Chaque vendredi à cette heure-ci, on tente de répondre à vos questions, les questions que vous nous envoyez d'ailleurs régulièrement aussi sur notre site BFM Bourse, bfmbourse@bfmbusiness.fr. Igor Demac nous rejoint pour Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Est-ce Guillaume. que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Alors on y va. Première question, il s'appelle Henri et il nous parle de la baisse des marchés financiers depuis ces derniers jours. Sur la semaine, c'est vrai que le CAC 40 perd toujours 3%. La baisse des marchés est-elle inquiétante, nous demande-t-il, et préfigure-t-elle un nouveau mouvement, un nouveau cycle de turbulence ? C'est vrai que quand les marchés actions atteignent des plus hauts et après un début d'année assez en fanfare, notamment pour le CAC 40 tiré par les valeurs du luxe, on peut craindre que les prochaines semaines, puisque l'été est traditionnellement présenté comme une période de respiration, en fait c'est le mois de juin qui est statistiquement le plus mauvais mois en bourse. Mais ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça a changé macroéconomiquement et monétairement. Et pour l'instant, mis à part le sujet du plafond de la dette sur lequel on reviendra, la situation semble exactement la même qu'il y a un mois, 2 mois ou 3 mois, c'est-à-dire une croissance un peu contrainte, mais des économies développées, notamment américaines, qui ont évité la récession, avec des entreprises qui ont plutôt bien publié au premier trimestre. Matt nous écrit, les États-Unis, vous parliez du plafond de la dette, c'est vrai que c'est au cœur de l'actualité, toujours on espère un accord, enfin pour l'instant les choses ont du mal à avancer. Alors c'est vrai que les bruits sont un peu plus favorables depuis quelques heures entre républicains et démocrates, mais on n'a toujours pas d'accord et l'échéance du 1er juin approche. Et donc Matt nous demande si les États-Unis peuvent faire défaut sur leur dette en raison d'un non-accord. Moi, je suis un homme de fait, donc je regarde ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, ils ont toujours trouvé un accord et les États-Unis n'ont jamais fait défaut. Après, la probabilité d'un défaut existe évidemment en cas de non-accord et puis de, je dirais, forme de précipitation, mais c'est assez paradoxal de voir que c'est la puissance hégémonique économique qui fait face à un potentiel risque de défaut, mais il faut rester raisonnable. C'est un sujet politique plus qu'économique. En premier lieu. Et en deuxième lieu, je pense que ça pose la question de savoir, après l'action des banques centrales, que vont faire les États et leur budget, puisque en fait le plafond de la dette, c'est surtout pour alimenter le budget de l'État américain et payer les fonctionnaires. Et ça, c'est une vraie question à moyen long terme, puisque les outils ont été utilisés pour contrer l'inflation, c'est-à-dire les taux d'intérêt, mais on a continué à beaucoup dépenser, ce qui est en fait un peu contre-intuitif, parce que normalement, il faudrait réduire son déficit et puis faire justement une action de déflation organisée. Les derniers bruits nous disent qu'il n'y a plus que 70 milliards de dollars d'écart entre les propositions des républicains et des démocrates sur l'évolution attendue, espérée des uns et des autres des dépenses, plus que 70 milliards de dollars d'écart. Sur la période considérée, je crois que c'est en général une centaine ou 150 milliards de dollars de différence. C'est un point de PIB, un peu moins d'un point de PIB. On estime que les États-Unis vont être raisonnables pour leur système financier international et pour le nôtre aussi. Il faut validation par le Congrès, on est d'accord. Il doit y avoir un vote. Alors, je ne sais pas précisément. Ce qui se passe par rapport à 2011, c'est qu'en fait, on a des congrès qui sont toujours divisés, en fait, avec des majorités qui sont assez faibles, même au sein des républicains. Et là, plus que jamais. Ouais, plus que jamais. Mais en 2011, on avait beaucoup de chômage, pas d'inflation. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'inflation, pas de chômage. Donc, ce ne sont pas les mêmes situations pour les élus pour prendre leurs décisions. Myriam nous écrit également, à propos cette fois de l'impact de cette question du plafond de la dette et puis surtout des perspectives de croissance et d'inflation, l'impact sur les devises. On a vu l'euro beaucoup remonter face au dollar et puis l'euro a plutôt tendance à rebaisser à nouveau. On est à peu près à 1,07 $ en ce moment. Le dollar, nous demande Myriam, peut-il s'affaiblir davantage contre l'euro ? Je pense que c'est quand même un bon indicateur de la confiance des investisseurs et des marchés financiers internationaux dans la capacité des États-Unis à, entre guillemets, maintenir l'intégrité non pas au sens d'honnêteté, mais au sens de fermeté de leur système monétaire. Sinon, le dollar serait beaucoup plus attaqué parce qu'on craindrait une zone monétaire dollar en plein éclatement. Donc, je pense qu'il a beaucoup baissé. Et puis là, il se stabilise. Donc, on a, je pense, une situation qui n'est pas si critique, en tout cas dans l'analyse de ce sujet de la dette. Et ça se voit dans le taux de change euro-dollar qui, même si c'est difficile de prévoir, est plutôt à un niveau cohérent aujourd'hui. Mais vous estimez que si accord il y a à temps sur le plafond de la dette, le dollar pourrait s'envoler ou s'envoler, non, parce qu'il n'y a pas de différentiel véritablement maintenant ni de croissance. Enfin, il y en a un, mais il n'est pas aussi important qu'avant, puisque les flux ont déjà rejoint la zone dollar et que le différentiel de taux est moins en faveur des États-Unis qu'il ne l'était, puisque nous avons aussi monté nos taux. Donc ça joue sur les flux. Et du coup, compte tenu de tout ce qu'on est en train d'expliquer là aux auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, quels sont les principaux risques pour les investisseurs ? C'est une question que nous envoie d'ailleurs une auditrice, Virginie. Quels sont les risques macro et microéconomiques qui pendent au nez des investisseurs aujourd'hui ? Le
plus gros risque, je mets de côté le conflit militaire, mais qui représente quand même toujours un sujet pour les investisseurs, mais le plus gros risque, c'est la maîtrise de l'inflation qui n'est toujours pas réellement faite, puisqu'elle se stabilise. Et puis, on voit bien, il y a des mois où elle réaccélère. Le corps PCE, publié aujourd'hui, réaccélère un peu. Voilà. Donc, on avait eu au Royaume-Uni une inflation qui était passée en dessous de 10%. Donc ça me semble être le plus gros risque. Mais là encore, la situation n'a pas changé par rapport à il y a 2-3 mois. L'inflation est toujours élevée. Point de vue microéconomique, 2023 sera probablement pas une grosse année en termes de progression des résultats, mais 2024, c'est entre 6 et 15-16% selon les marchés internationaux. Donc c'est ça très vite après l'été ou pendant l'été que les marchés vont regarder. C'est est-ce qu'on révise 2023-2024 ou seulement 2024, ou on continue sur une croissance qui est quand même maîtrisée, mais qui n'est pas en récession. Le plus gros risque, c'est si on passe en récession sur 1 ou 2 trimestres, même faible, ça voudra dire que le paradigme économique a changé. Et on entendait beaucoup que 2023 sera l'année de l'investissement obligataire dans les fonds à échéance, les fonds datés. Est-ce qu'il est encore temps d'y aller? Est-ce que vous estimez que les hausses de taux sont arrivées à leur terme sur le marché obligataire, ou ils risquent encore de progresser, de repartir à la hausse, ces taux obligataires? Alors ça, c'est les taux courts qu'on monte. Après, sur la partie longue, ça dépend beaucoup des anticipations d'inflation et de croissance. Aujourd'hui, je pense que le risque, c'est plus qu'il y ait un réécartement des spreads de crédit, de la qualité des émetteurs, parce que la situation économique change. À ce moment-là, ça serait pas vraiment un bon signal, mais ça pourrait réouvrir des fenêtres pour investir sur le crédit, sur les taux. Je pense que beaucoup de choses ont été faites déjà. D'ailleurs, il y a certains fonds datés qui ferment, donc ça veut dire qu'on a fait le plein. Igor Demac, Vital Épargne, régulièrement à nos côtés. Merci Igor d'être passé. Merci Guillaume. Vos réponses aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs.